Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le samedi 2 juillet. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. On commence ce journal avec cette information tombée ce soir, le décès de l'ancien Premier ministre Michel Rocard à l'âge de 85 ans. Michel Rocard est une forte et grande personnalité de l'histoire politique française. Il incarnait ce qu'on a appelé la deuxième gauche, la gauche morale et réformiste, la social-démocratie, quelque peu opposée à celle de François Mitterrand. On l'a souvent comparé à Pierre Mendès France pour n'avoir pas accédé à la plus haute marche des responsabilités, la présidence de la République, mais son court passage aux responsabilités comme Premier ministre fut marqué par des réformes importantes, voire historiques. Les accords de Nouméa puis de Matignon pour résoudre par exemple l'affaire de la Nouvelle-Calédonie ou encore la création du RMI. Première réaction ce soir, celle de la conseillère départementale Marlène Mélis, que l'on peut considérer comme la plus rocardienne des socialistes guadeloupéens. C'est une perte d'abord, une perte pour la politique, naturellement pour ceux aussi qui partageaient ses convictions. Il était là et il avait initié en particulier des clubs convaincre. Donc il m'avait confié l'animation en Guadeloupe et qui effectivement participait à redonner de l'exigence et du sens à la politique. Et donc vraiment c'est une grande tristesse pour l'homme lui-même, parce qu'il était sur l'exigence, sa vision extrêmement exigeante de la politique et en même temps son côté très simple, et puis sa volonté de changer les choses. Le RMI, on ne doit pas oublier que c'est Michel Rocard. La politique de la ville, c'est encore Michel Rocard. Tous nos engagements, la défense de nos intérêts au niveau de Bruxelles, c'est aussi Michel Rocard. C'est donc une vraie perte. Une vraie perte pour un homme d'engagement qui n'hésitait pas à être minoritaire s'il le fallait. On n'oublie pas qu'il avait démissionné du Parti socialiste sur la question algérienne, où il considérait que Mitterrand s'était comporté comme un assassin, même si ces mots étaient un peu peut-être exagérés. Mais ça montre bien jusqu'où l'homme pouvait aller pour ses convictions. Roger Coco, bonsoir. Je viens de présenter Marlène Mélis comme la plus rocardienne des socialistes guadeloupéens. C'est un titre que vous pouvez lui contester. Vous êtes un rocardien historique des socialistes guadeloupéens. Votre première réaction d'abord à ce décès? D'accord. Alors, je ne vais pas le contester à Marlène Mélis, parce que c'est elle qui a vraiment regroupé avec beaucoup d'enthousiasme l'ensemble des rocardiens, il y a maintenant une trentaine d'années, et le groupement, le club Convaincre, donc, qui a été créé en Guadeloupe, dont Marlène était présidente, m'a fait l'honneur d'être vice-président. Alors, j'étais abasourdi en entendant le décès de Michel Rocard. Et pour ne rien vous cacher, je venais d'acheter le journal Le Point, qui a une longue interview de Michel Rocard. Et comme d'habitude, Michel Rocard étant un homme qui a 50 idées à la minute, je m'étais arrêté en chemin en me disant, bon, je vais digérer ça doucement et continuer. Puis aujourd'hui, en rentrant chez moi, après disons, une séance de musique, j'entends la mort de Michel Rocard. J'étais vraiment très atterré. Alors, comment on devient rocardien? Autrement dit, qu'est-ce qui faisait chez Michel Rocard sa différence au niveau des idées? Alors, Michel Rocard, il était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Je vais vous dire, à l'époque j'étais jeune, je sortais d'années militantes en tant qu'étudiant, je ne faisais pas de politique, et Michel Rocard faisait partie des 2 ou 3 personnages du monde que je souhaitais rencontrer. En musique, c'était Miles Davis. Ça a été fait, parce que je fais de la musique, je fais de la trompette grâce à Miles Davis. Tout le monde vous connaît pour ça, oui. Merci. Et en politique, je m'étais dit que Rocard était un homme extraordinaire, parce que c'était un homme qui avait une intelligence folle et qui avait du courage. Il était partisan de la libération de l'Algérie,
contre la SFIO, contre Mitterrand, qu'il a eu l'occasion de traiter d'assassin, parce que Mitterrand, c'est dit d'ailleurs dans le journal Le Point, Mitterrand à l'époque était ministre de la Justice, ça date des années 50, 55, Ah oui, ça 56. ne nous rajeunit pas, c'est le fameux, la seule négociation, c'est la guerre. Voilà. Et Mitterrand a refusé de traiter des demandes de grâce de prisonniers militants algériens. Donc, Marlène m'a fait le grand plaisir de m'introduire dans le cercle des rocardiens et j'ai eu beaucoup d'avantages à y être parce que là aussi, Rocard, c'était quelqu'un qui avait, comme je le disais, 50 idées à la minute. Il avait un charisme, il avait une intelligence folle, mais il savait surtout s'entourer. Et chaque fois que nous avions des réunions qui étaient périodiques du Club Convaincre à l'échelle nationale, c'était environ tous les 2-3 mois, sur Paris, Avignon, Strasbourg, etc. Il y avait tout un aéropage de personnalités diverses, extrêmement compétentes, des philosophes, des économistes, des sociologues, etc. Je doute que ça se fasse maintenant. Alors c'est peut-être le reproche qu'on lui faisait d'être trop intellectuel et pas assez stratège politique. Hein? Il avait... Personne n'est parfait et effectivement, par rapport à tous les politiques que nous voyons depuis des décennies et surtout à l'heure actuelle, qui n'ont d'idées que quand ça les arrange, Rocard c'est un homme d'idées. Et vous avez dit qu'il avait une proximité avec, on le comparait à Mendès France, pas seulement parce qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir. L'exigence morale. Mais c'est l'exigence morale qui les condamnait en fait dans la politique. Parce que apparemment dans la politique, faut être pervers, faut être machiavélique, faut avoir des idées à géométrie variable, dire une chose aujourd'hui, dire le contraire demain, sans même dire je me suis trompé pour telle et telle raison. Rocard, c'était pas ça. C'est comme un testament, cette interview accordée au Point, dans laquelle il qualifie la gauche française de la plus rétrograde d'Europe. Et ça, vous partagez aussi? Absolument. Et je me souviens qu'il y a, je ne sais plus, 6-7 ans, il avait dit que le Parti socialiste était en état de mort avancée ou quelque chose comme cela. Oui, parce que Rocard, il avait parlé vrai. Alors, on les voit tous défiler en disant qu'il était extraordinaire, que si, que ça, etc. Ils oublient que Rocard leur avait demandé d'avoir une certaine exigence morale et politique. Et malheureusement, la politique est arrivé à milieu de ce que prônait Rocard et Mendès France. Un dernier mot, Roger Coco. Quand on est rocardien, on finit par devenir un déçu de la politique, comme vous semblez l'être aujourd'hui. Oui, je pense que Rocard m'a peut-être devancé, parce que lui aussi, je pense qu'il était un déçu de tout ce qui se faisait, et parfois en son nom. Il y a des personnalités éminentes qui ont le pouvoir, qui maintenant se parlent de tous les attributs de Rocard en disant qu'ils sont rocardiens, qu'ils s'inspirent de Rocard. Or, il faut le contraire de ce que Rocard prônait. Rocard, c'était convaincre, c'était le parler vrai. On ne retrouve plus cela maintenant en politique. Merci Roger Coco d'être venu vous exprimer sur cette très grande personnalité de la politique française. Toute la classe politique, comme vous l'avez dit, lui rend hommage ce soir, à commencer bien sûr par le président de la République, François Hollande, qui le qualifie de grande figure de la République, de rêveur réaliste et de réformiste radical. Quant au Premier ministre actuel, Manuel Valls, rocardien d'origine, il qualifie Michel Rocard tout simplement de militant, visionnaire et d'homme d'État. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le décès de cette grande personnalité, Michel Rocard, décédé à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris à l'âge de 86 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité chez nous, c'est le renouveau charismatique de Guadeloupe qui tenait aujourd'hui son congrès, le 7e du genre au Gosier. L'occasion surtout pour nous de nous interroger sur ce courant spirituel apparu dans les années 60 dans les églises dites traditionnelles, vu parfois comme une organisation sectaire ou intégriste. C'est en réalité une des nombreuses mouvances du christianisme qui fait du sacrement du baptême l'élément fondamental de la relation avec Dieu. Explication Muriel Barlagne. Pour commencer ce 7e congrès du renouveau charismatique catholique de Guadeloupe, une messe a été célébrée. Un moment festif
entre chant et prière, pour introduire 2 journées consacrées à l'évangélisation. C'est le propos de ce mouvement de spiritualité créé aux États-Unis en 1967 et arrivé en Guadeloupe il y a 40 ans, renouveler l'Esprit Saint reçu à l'occasion du baptême. C'est un renouvellement de cet esprit que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. C'est nous remettre dans le bain parce que bien souvent nous avons reçu l'esprit au baptême, mais nous avons enfoui cet esprit au fond de nous et l'esprit ne travaille plus. Et nous sommes des chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi, des chrétiens rabougris. Nous ne donnons pas toute la mesure de notre identité chrétienne. Et l'effusion de l'Esprit Saint, ce séminaire à l'effusion de l'Esprit Saint est là pour pouvoir nous ramener dans l'église, nous rappeler notre baptême, notre confirmation et ce oui que nous avons dit, surtout à la confirmation, et nous mettre en service dans notre église. Difficile de chiffrer le nombre de personnes adhérant à cette mouvance. Il existe 25 groupes en Guadeloupe, dirigés par ceux que l'on appelle des bergers. Ce sont en général des laïcs. Organisé chaque année, le congrès permet de faire un bilan. Des intervenants comme Isabelle Aubenas-Plia viennent animer cette grande fête religieuse. Le thème de l'année, miséricorde divine et exigence de sainteté. Isabelle Aubenas-Plia est venue plus particulièrement parler de la conversion et la sainteté par la grâce et le canal du Saint-Esprit. Quand nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus chrétiens. C'est extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a déposé dans nos cœurs des dons par son Saint-Esprit. Et grâce à ces dons-là, nous pouvons courir tout droit vers la sainteté. Ça nécessite un combat de chaque jour. Ça nécessite une vigilance. Ça nécessite une décision. Et voilà ce que je veux venir dire à mes frères et sœurs. Mais le combat, Jésus l'a déjà remporté pour nous. La victoire, il l'a déjà remportée à la croix. C'est pour ça que j'allais presque dire que ce combat est facile, mais il faut qu'on le sache. Il est facile à condition que nous sachions que nous devions laisser Jésus remporter la victoire dans nos vies. Pendant 2 jours, les chrétiens de l'Église catholique rassemblés au Palais des Sports du Gosier, guidés par des laïcs mais aussi des prêtres, renouvelleront ainsi leur foi. L'ancien président de la commission énergie du conseil régional, leader de Caraïbes Écologie Les Verts, Harry Durimel, était hier l'invité de notre édition de 19h. Il s'est notamment exprimé sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le conflit qui l'oppose au collectif de défense de la géothermie à Bouillante, un collectif qui, je vous le rappelle, s'oppose au rachat de l'entreprise qui exploite aujourd'hui l'usine de Bouillante par le groupe américain Ormat, leader de la géothermie mondiale. Pour Harry Durimel, la démarche du collectif est vaine, mais surtout démagogique. Je sais que nous n'avons pas l'argent ni la technologie pour développer de la géothermie. J'ai visité le Costa Rica, j'ai visité des pays qui produisent déjà à 50% leur énergie avec la géothermie. Et tous ces pays ont recours à Ormat et à d'autres multinationales. Ormat est le leader. La Dominique a encore plus d'énergie géothermique que nous. Et ils ont sollicité EDF. Ils ont sollicité. Et les Dominicains disaient pareil, nous ne voulons pas des Français chez nous. Eh bien, les Français se sont cassés et les Dominicains, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Donc, aujourd'hui, ils importent du pétrole du Venezuela et ils se prostituent pour avoir de l'aide internationale pour acheter du pétrole. On est en train de jouer avec une chance pour nous d'avoir 40 mégawatts, monsieur. 40 mégawatts d'énergie géothermique à l'horizon 2031 si nous avons un industriel qui vient investir son blé dans notre sous-sol que personne ne pourra emmener ni en Israël ni en Amérique. Ce n'est pas délocalisable. Autre projet d'investissement, celui-là concerne un hôtel 4 étoiles à Pointe-à-Pitre. Le projet a été présenté à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, bien sûr, par ses promoteurs hier. Un hôtel d'affaires et de loisirs qui sera implanté à côté du Memorial Act et qui s'inscrit dans un véritable plan de développement de la ville et de l'agglomération. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. C'est ici qu'un hôtel 4 étoiles sortira de terre. Dans le prolongement du Memorial Act, le Transatlantique Hotel surplombera la baie de Pointe-à-Pitre avec une clientèle d'affaires et de loisirs. Donc nous serons en charge maintenant de réaliser le projet puisqu'on a déposé le permis de construire
Et donc, on va attribuer des marchés de travaux avec l'aide de la maîtrise d'œuvre, donc Alain Nicolas l'architecte et tous les bureaux d'études techniques. Donc, nous allons mettre différentes entreprises en concurrence pour aboutir à démarrer les travaux le plus rapidement possible. Dès que le PC est purgé, on démarre et on livre, si possible, en 2018, le projet finalisé. Pour la ville de Pointe-à-Pitre, ce projet a pour ambition de renforcer l'attractivité et de dynamiser l'économie pointoise, notamment dans un quartier en pleine mutation. La ville de Pointe-à-Pitre, effectivement, a envisagé donc, de proposer donc, un concept autour donc, et avec le mémorial d'un côté, le projet hôtelier et également donc, le centre des arts qui pourrait servir effectivement donc, d'assemblée générale donc, pour les congrès. L'hôtel est également un outil de développement du mémorial, qui effectivement, on le conçoit maintenant que sa vie, on conçoit bien que le mémorial a besoin d'un outil qui accompagne effectivement les grands besoins, les grands développements, les grands événements qui vont se passer autour. On a évoqué également que l'emplacement d'hôtel est idéal pour l'arrivée de la route du Rhum. L'emplacement d'hôtel est également idéal donc, pour toutes les réunions d'affaires, tous les hommes d'affaires qui viennent aux Antillais, qui n'ont pas besoin de se trouver forcément donc, à côté d'une plage. Donc on est tout à fait dans un contexte tout à fait favorable. Et les études de marché qui ont été réalisées ont prouvé effectivement la pertinence effectivement, donc, de ce projet-là. Ce projet d'envergure s'inscrit dans le schéma régional de développement économique et touristique de notre archipel. Le Transatlantique Hotel sera géré par le groupe Melia Hôtel International qui compte déjà 350 hôtels répartis dans 35 pays. Et on en vient à l'actualité dans notre grande région. On part au Venezuela où le président Nicolás Maduro a annoncé que le gouvernement allait prochainement mettre fin au rationnement de l'électricité. Le président Nicolás Maduro vient d'annoncer que le gouvernement vénézuélien mettra fin au rationnement de l'électricité dans les tout prochains jours. Cette mesure fait suite à la remise en service de la centrale Guri, la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Le Venezuela, frappé par une sécheresse sévère et une grave crise économique, a mis en place en février plusieurs mesures pour économiser l'électricité. Baisse drastique du nombre d'heures de travail des fonctionnaires, coupure 4 heures par jour pendant 40 jours dans les 10 États les plus peuplés et changement du fuseau horaire en avançant l'aiguille de 30 minutes. Pour expliquer les rationnements, les experts avaient alerté sur le niveau d'eau anormalement bas du barrage de la centrale hydroélectrique de Guri, qui fournit 70% de l'énergie électrique du pays. Les 18 réservoirs d'eau du Venezuela ont souffert de la sécheresse provoquée par El Niño, phénomène particulièrement virulent en Amérique latine. Mais l'opposition, majoritaire au Parlement, accuse l'effectif de ne pas avoir suffisamment investi dans le réseau électrique pour faire face à la demande. Le sprinter Usain Bolt a déclaré forfait pour la finale du 100 mètres des sélections jamaïcaines pour les Jeux Olympiques de Rio. Double champion olympique en titre et détenteur du record du monde sur la distance, il s'est blessé à la cuisse lors de la demi-finale du championnat de Kingston qu'il a remporté avec un chrono de 10 secondes 05. Il devait participer aux 200 mètres les jours suivants. Ce forfait ne remet toutefois pas complètement en question sa participation aux Jeux de Rio qui se tiendront du 5 au 21 août. Usain Bolt peut bénéficier d'une exemption médicale de la part de sa fédération. À Rio, le jeune homme de 29 ans vise un inédit 3e triplé, 100 mètres, 200 mètres, relais 4 x 100 mètres d'affilée, après ceux réalisés en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. La doyenne des Français, la Guyanaise Eudoxie Baboul, est décédée à Cayenne à l'âge de 114 ans et 9 mois. Eudoxie Baboul, née le 30 septembre 1901 à la savane Brigandin de Sinnamary, a eu un malaise et a été transportée au centre hospitalier de Cayenne où elle est décédée. Elle était la doyenne des Français depuis le décès le 12 mai 2015 d'Olympe Amaury à un peu moins de 114 ans. Son fils, Joubert Baboul, informe que toute sa vie, sa mère a travaillé. Elle était agricultrice et couturière. Joubert Baboul attribue sa longévité au couac qu'elle mangeait régulièrement avec de la pimentade de poisson. Jusqu'à ses 109 ans, Eudoxie Baboul vivait seule à son domicile, à Sinnamary, avant d'être hébergée chez son petit-fils à Matoury. Elle avait 17 arrière-petits-enfants et même un arrière-arrière-petit-fils âgé de 7 ans.
Chez nous, en cette période de grandes vacances, l'une des activités les plus prisées est sans doute la plongée sous-marine, pratiquée souvent par des personnes aguerries, mais parfois aussi par des néophytes, lesquels doivent d'abord savoir qu'ils doivent s'équiper de masques performants. Et selon certains fabricants et selon les vendeurs également, des masques de plus en plus performants sont sur le marché désormais. Explication Cécile Allègre. Dans les magasins de sport, le nombre de masques a explosé. En plastique, en verre, grands ou petits, les possibilités sont de plus en plus nombreuses. Pour bien choisir, il faut d'abord savoir si l'on souhaite pratiquer la plongée sous-marine ou la plongée de surface. Pour du PMT, donc on va demander du silicone et du verre. Pour tout ce qui est masque, 100% plongée sous-marine ou peut-être chasse, donc un masque beaucoup plus petit, donc moins d'air, et toujours sur les mêmes matériaux, silicone et verre. Quand on est sur du PMT, on reste à la surface, quand on est en plongée sous-marine, on descend. Donc au niveau de la pression, moins de pression qui va favoriser justement la descente. Pour améliorer le confort lors des plongées, en palme, masque et tuba, un nouveau concept a été inventé. Il s'agit d'un masque intégral qui apporte un confort supérieur et surtout qui permet aux enfants de débuter sans appréhension. Un visuel beaucoup plus important, du confort et surtout jamais de buée. Donc l'enfant il va continuer à regarder les poissons sans jamais avoir de buée. Avec un masque standard, en entrée de gamme on va quand même avoir de la buée. Et je pense que l'enfant va prendre beaucoup plus de plaisir avec. Grâce à la petite soupape que vous avez là, vous n'avez pas besoin d'extraire l'air, extraire l'eau. Vous continuez à respirer normalement quand vous sortez, quand vous rentrez de l'eau. Alors, si vous n'êtes pas équipé, il est peut-être temps d'investir pour profiter des magnifiques fonds marins que propose la Guadeloupe. Sport avec le Tour cycliste de Marie-Galante. C'était aujourd'hui la 4e étape, une étape qui s'est courue en 2 tronçons. Le premier, une épreuve en ligne longue de quelques 90 km 700 qui a été remportée par le vieux briscard martiniquais Michael Laurent de l'Union cycliste spiritaine. Il a devancé Cédric Locatin de l'Excelsior. Cet après-midi, 2e tronçon, un contre-la-montre individuel de 12 km 600 entre Grandbourg et Capesterre, remporté par le quadruple vainqueur du Tour de Guadeloupe, Daniel Bernal, toujours aussi jeune. Mais c'est Cédric Locatin qui s'empare du maillot de leader à la veille de la dernière étape. Il devance Bernal de 51 secondes. Dernière étape donc demain entre Grandbourg et Grelin, longue de 130 km. Son succès ne se dément pas au fil des années. Le bal des cuisinières se déroulera ce soir au World Trade Center à Jarry, une nouvelle fois à guichet fermé s'il vous plaît. Et cette année, le célèbre bal se déroule dans le cadre du 100e anniversaire de l'Association des cuisinières de Guadeloupe. Reportage sur les préparatifs de ce bal avec Muriel Barlagne. 14 heures, il ne reste plus que quelques éléments de décor à poser. De jolis nœuds qui viennent donner aux chaises cet air festif de circonstance. Les membres de l'association Les Cuisinières de Guadeloupe s'occupent elles-mêmes de cette partie. Ces ambassadrices de la culture culinaire et des costumes créoles traditionnels s'apprêtent à célébrer les 100 ans de leur association au complexe World Trade Center de Jarry. Plus de 550 personnes sont attendues à cette soirée qui promet d'être riche. Il y a, comment ça s'appelle, un défilé. Un défilé des tenues françaises et antillaises. Nous avons un tombola, nous avons le bal, nous avons le dîner et ainsi de suite. On a plein de choses. Et il y aura plein de surprises. L'orchestre prévu est l'orchestre jeunesse qui suit l'association des cuisinières depuis 70 ans. Aujourd'hui, l'association Les Cuisinières de Guadeloupe compte 218 personnes, surtout des femmes. La cuisine n'est pas leur métier. Des cuisinières professionnelles, il en reste 7. À travers repas, foires, voyages et autres activités, la structure continue de faire rayonner le patrimoine antillais, ici et ailleurs. En un siècle, elle a beaucoup évolué. L'association des cuisinières a été créée dans un soutien. C'est-à-dire, c'était en 1916, il n'y avait pas beaucoup d'argent et c'était des femmes de ménage qu'on appelait des bonnes à madame.
Et dans ce cas, il y a une des dames qui a perdu son époux et puis elle n'avait pas d'argent pour enterrer son époux. Donc ses amis de travail de femme de ménage ont décidé de faire une tontine pour l'aider à enterrer dignement son époux. Et de cette tontine est né le Custo Mutuel, et ensuite qui est devenu l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe, avec l'arrêt des mutuelles arrêtées par le gouvernement. L'association Les Cuisinières de Guadeloupe compte vivre encore longtemps. L'année prochaine, elle doit amorcer un nouveau virage, celui de la transmission. La ville de Pointe-à-Pitre doit lui donner accès à sa cuisine centrale, ce qui lui permettra de former les nouvelles générations à l'art de la cuisine traditionnelle authentique. Des formations sur le costume créole sont également prévues. Et le groupe Jeunesse qui se produira à l'occasion de ce bal des cuisinières, et je vous le rappelle également, le plus ancien groupe musical de Guadeloupe. Journée à bœuf et cabrette, c'était aujourd'hui à Saint-François, une manifestation autour de la charrette à bœuf que beaucoup, depuis le succès notamment des bœufs tirants, veulent faire revivre comme activité touristique, de loisirs ou encore comme manifestation culturelle et historique. Reportage à Saint-François, Anne-Elisabeth Artsen. Jadis, la charrette était le moyen privilégié de nos aînés. L'association Kiltila perpétue aujourd'hui encore l'utilisation de la charrette, tout en mettant en valeur son histoire et son économie. Les anciens se déplaçaient en charrette. Qu'en charrette, ils faisaient leurs courses, ils allaient vendre leurs produits, ils se mariaient en charrette, et les enterrements même se passaient en charrette. Tout se passait en charrette. Les personnes qui habitent les régions lointaines, comme Anse-Bertrand, Saint-François, allaient jusqu'à Pointe-à-Pitre écouler leurs produits. Tout se passait en charrette. Mais dans un premier temps, la charrette a été introduite dans notre économie, dans notre vie sociale, par le fait qu'il fallait transporter la canne. Donc les colons, les petits planteurs, transportaient leur canne à l'usine par le biais de la charrette. Par ce fait, donc s'il y a charrette, il faut bien un animal pour la tracter. Donc évidemment, ce sont les bœufs. Donc de là, on a aujourd'hui, la tradition a évolué. Après, évidemment, l'évolution, la charrette a été remplacée par la voiture. Mais évidemment, s'il fallait laisser la charrette dans un coin à pourrir, c'est vrai que ça aurait été dramatique, grave pour le patrimoine guadeloupéen. Président de l'association Kiltila, Tommy Novar n'hésite pas à prendre les rênes de ses bovins pour mettre en valeur son patrimoine en ouvrant d'autres horizons à cet outil de travail d'antan, en l'associant à des activités festives, attractives et même ludiques. En fait, c'est justement parce qu'on arrive à les mettre à jour. Si on ne les mettait pas à jour, ça fait belle lurette qu'ils ont disparu, comme le latin par exemple, tu vois. Donc nous, on fait évoluer l'outil de travail qui est la charrette parce que nous, notre activité principale, c'est les excursions en charrette. Donc à partir du moment que tu arrives à faire évoluer ton outil de travail, et bien demain, tu vas avoir les générations suivantes qui vont s'en servir parce qu'ils vont se retrouver dedans. Et donc c'est comme ça que la charrette et le bœuf est toujours à jour. Parce que quand tu vois aujourd'hui que tu as des charrettes qui se braquent, bien qu'il n'y ait pas existé, ni même pas 50 ans, tu vois, on arrive à faire évoluer le système. Et donc c'est ça qui fait que les jeunes derrière, ils se disent, bon ben si c'est pas figé, si c'est pas trop bridé, ben on va essayer de développer des trucs autour de ça, quoi. Transmission, c'est le mot d'ordre de l'association Kiltila qui, à travers sa journée à bœuf et à cabrette, souhaite toucher un large public avec un ensemble de nouvelles activités inspirées de nos us et coutumes rurales, mais adaptées au public et au monde d'aujourd'hui. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera sur notre archipel ce soir et demain, bien ça continue, un temps assez nuageux et même pluvieux par endroits sur la majeure partie du territoire, sur les reliefs en particulier. Les températures demain matin seront comprises en moyenne entre 28 et 30 degrés. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde qui sera suivi du concours Mister Guadeloupe et puis notre film ce soir, Le déshonneur d'un colonel. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, demain 12h30. Excellente soirée sur Alizé et donc à demain.